Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans cet épisode, on va parler de bullshit spirituel. Pour faire simple, le bullshit spirituel, pour moi, c'est notamment toutes les théories spirituelles qui mélangent des concepts scientifiques de manière très bancale et auxquels les gens croient sans avoir sérieusement investigué la cohérence que ça a. Dès que les théories spirituelles commencent à parler d'univers, de dimensions, d'ondes, de vibrations, de champs vibratoires, de champs de conscience, de physique quantique, etc., c'est presque tout le temps du bullshit spirituel, sans aucun fondement rationnel. Par exemple, la version de la loi d'attraction, comme quoi la pensée envoie des ondes dans l'univers, qui vont se connecter à une sorte de champ vibratoire, et attirer à nous ce qui vibre sur la même fréquence que nos pensées. Ce genre de théories spirituelles nébuleuses m'énerve, parce qu'elles sont très répandues, alors qu'il n'y a absolument aucune évidence tangible que ce genre de phénomène existe. Aucune. C'est juste un assemblage incohérent de concepts qui ont été récupérés ici et là, sans jamais être vraiment bien appropriés. Et pourtant, il y a un paquet de personnes qui sont convaincues que la loi d'attraction marche sérieusement comme ça. Personnellement, je crois à la loi d'attraction. Le principe est clairement valable. Et je vous ferai d'ailleurs d'autres vidéos sur ce qu'est vraiment la loi d'attraction. Mais ce genre d'explication pseudo-scientifique de la loi d'attraction, c'est du folklore bidon. Et toute personne qui respecte tant soit peu l'intégrité et la cohérence systémique de sa pensée, sait que c'est du folklore bidon. Qu'est-ce que ça veut dire respecter l'intégrité et la cohérence systémique de sa pensée? Ça veut dire ne pas accepter des bulles et des nuages de croyances de seconde main sans avoir cherché à comprendre leur validité vis-à-vis de tout le reste des connaissances. Ça veut dire ne pas relier les concepts n'importe comment dans nos modèles de la réalité. Ça veut dire s'assurer que ce soit un minimum cohérent avec le reste de ce qu'on sait sur la réalité justement, et qu'il n'y ait pas de conflit. Ça veut dire soumettre les connexions de sa pensée à un contrôle qualité. Et le gros problème des théories bullshit spirituelles, c'est qu'elles ont une cohérence interne, mais pas une cohérence externe. Et au passage, c'est la même chose pour la plupart des théories conspirationnistes. Et d'ailleurs, on en reparlera dans le prochain épisode. Ces théories, elles fonctionnent comme des bulles. Dans la bulle, c'est cohérent, mais quand on essaie d'intégrer cette bulle avec les autres bulles de la réalité, ça ne tient plus. Or, la réalité est un système, et chaque bulle, chaque sous-système, doit être parfaitement cohérent avec l'ensemble de l'écosystème. Sinon, c'est qu'il y a une erreur. D'où la nécessité de faire attention à l'intégrité et la cohérence systémique de sa pensée. Pour imager, il faut voir ça comme la compilation du code informatique. Quand on écrit du code pour construire un programme d'ordinateur, on doit décrire le fonctionnement de notre programme dans le code. Cette description, c'est quelque chose qui demande de l'imagination. Et d'une certaine manière, quand on est dans cette bulle, on peut écrire ce qu'on veut comme fonctionnement du programme. C'est de l'imagination. Mais, nuance importante, on ne peut pas décrire ce fonctionnement comme on veut. Non, on doit faire en sorte que le code soit intègre. On doit respecter plein de contraintes pour que toute cette bulle soit cohérente avec les différentes couches du système, si on veut que le code puisse se compiler. Tout élément référencé dans le code doit être réellement connectable avec du code préexistant. La moindre petite erreur, la moindre référence qui n'existe pas, ou qui n'est pas valide, créera un conflit qui empêchera la compilation du programme. La compilation est en quelque sorte un processus de validation externe et de contrôle qualité. Un processus de contrôle de la cohérence et de l'intégrité du tout formé par le code en relation avec la machine. C'est-à-dire que même si le code qu'on a imaginé nous paraît avoir sa propre logique interne, le compilateur il s'en fout. Il veut que notre logique colle avec la logique de tout le reste. Il veut que tout se superpose parfaitement, de manière très carrée. Tout doit être aligné. La cohérence du code ne doit pas être seulement interne, mais aussi externe. Et donc en fait, pour imager, dans la vie, il y a des personnes qui s'assurent que les connexions d'idées formant les théories qu'ils imaginent compilent bien, au-delà de leur apparente logique, c'est-à-dire qu'ils soumettent leur imagination à un contrôle qualité vis-à-vis du reste de la réalité, et s'assurent que tout cela forme un tout intègre et fonctionnel au-delà de la bulle. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ne compilent pas les idées des théories qu'ils imaginent, qui se satisfont de la logique apparente et qui connectent les idées sans soucier des conflits avec le reste du système qu'est la réalité, sans soucier du contrôle qualité. Et le truc, c'est que si les théories spirituelles ou conspirationnistes bullshit compilaient à peu près bien, je serais le premier à y croire. Parce que je suis très intéressé par les idées alternatives qui tiennent la route. Mais le problème, c'est que justement, trop souvent, ça ne compile pas du tout. On sent que tout a été imaginé dans cette bulle, et que les connaissances externes à cette bulle, qui sont référencées à l'intérieur, sont très mal intégrées. Les références sont réappropriées de manière fantaisiste. C'est la fête du slip. Et le fait que les gens qui croient à ce bullshit s'en foutent que ça ne compile pas, et ne cherchent pour la plupart même pas à effectuer ce contrôle qualité, indique qu'il faut se méfier de la qualité de ce en quoi ils croient à propos de la réalité. C'est d'ailleurs une heuristique que j'utilise systématiquement comme indice. Dès qu'une personne parle d'une théorie,
sur un sujet que je n'ai pas moi-même la capacité de dire si sa pensée est issue d'un contrôle de qualité, alors j'essaie de voir ses positions sur des sujets que je connais mieux pour inférer son contrôle de qualité général. La clé, c'est vraiment d'arriver à comprendre d'où viennent les pensées de la personne. Est-ce que ça vient d'observations de première main? Est-ce que ça vient de croyances de seconde main? Est-ce que ça vient de réflexion? Est-ce que ça vient de raisonnement déductif après avoir analysé de manière neutre plusieurs sources d'informations? Est-ce que ça vient d'une intuition hors norme? Est-ce que ça vient d'une maîtrise des concepts fondamentaux? Est-ce que ça vient d'énergie et d'émotions internes qui la poussent à développer ce type de pensée? Le mot-clé ici, c'est le mot type. Parce qu'en général, si on prend au hasard une idée d'une personne sur un sujet pas évident, elle sera très représentative du type d'idée qu'elle a en général. Dès que je suis certain qu'une personne croit sans sourciller à certaines idées vraiment douteuses dans un domaine, alors je fais preuve de plus de méfiance vis-à-vis de ce qu'elle raconte dans d'autres domaines. Parce qu'en général, quand on est attiré par le douteux dans un domaine, on l'est dans tous les domaines. Le contrôle qualité de la personne sur les idées qu'elle accepte est globalement médiocre. Encore une fois, personnellement, je suis très ouvert à la considération de théories alternatives sur la réalité. Parce que comme je vous l'expliquais dans l'épisode 68, je pense que les plus grands secrets du monde se gardent d'eux-mêmes. Étant donné le fonctionnement de notre perception existentielle, qui agit plus comme un masque que comme une fenêtre, je ne crois pas du tout que si quelque chose est vrai à propos de la réalité, tout le monde le saurait. Au contraire, certaines vérités sont vouées à être enfermées dans des petits cercles ésotériques. En ce sens, j'ai une certaine sympathie pour les courants conspirationnistes et New Age, parce que je partage avec eux la recherche de la vérité alternative qui échappe à la population générale. Mais ma sympathie s'arrête là, car toutes les théories alternatives ne sont pas équivalentes et certaines ne méritent pas investigation. Par exemple, il y a certains évangélistes américains qui disaient que le Covid-19 allait disparaître parce qu'ils avaient commandé à Dieu de le chasser. Regardez les vidéos de Kenneth Copeland par exemple, c'est assez théâtral. Est-ce que je vais investiguer cette théorie pour déterminer si elle a de la valeur? Non. Ça pour moi c'est des rappels que les théories qu'entretiennent les gens peuvent vraiment venir de convictions qui reposent juste sur de la foi. Et à ce niveau, c'est rapidement évident qu'il n'y a rien à considérer et à comprendre là-dedans. C'est de la perte de temps de réfléchir là-dessus, parce que la personne qui a produit cette idée n'a elle-même pas réfléchi pour prendre cette idée. Il n'y a même pas une part de réel parmi la fantaisie. Même en étant ouvert et en interprétant les choses sous différentes logiques, il ne faut pas considérer qu'il y a 1% de réel là-dedans. C'est juste de la fantaisie imaginaire. Le problème, c'est que hors cas extrême comme ceci, c'est souvent moins évident de déterminer rapidement si une théorie alternative mérite considération ou si tout est à jeter et que c'est une perte de temps de chercher à en extraire du sens. C'est-à-dire de déterminer si malgré certains aspects douteux dans l'articulation de la théorie, il n'y a pas vraiment une part de réel derrière. Parce que oui, parfois, certaines personnes ont les bonnes idées et cherchent à les exprimer, mais ils les décrivent avec des imprécisions bizarres et superflues. Et du coup, le risque de jeter le bébé avec l'eau du bain est élevé. Donc dans ce cas, il faut apprendre à mieux connaître la personne qui entretient l'idée, pour voir comment elle confectionne ses idées en général, pour comprendre son paradigme et son degré de contrôle qualité. Et justement, du coup, un truc qui me fait ne pas donner beaucoup de crédibilité aux théories conspirationnistes et spirituelles bullshit, c'est qu'en général, les gens sont vraiment nuls à les défendre. Ils savent pas convaincre. Moi, si j'étais à leur place et que j'avais découvert une conspiration ou une loi de l'univers et que je voudrais que les gens en prennent conscience, j'éviterais tout appel à l'émotion pouvant fermer la réception. Je construirais un argumentaire très propre et épuré qui facilite la démonstration. Mais non, la plupart des défenseurs de ces théories font tout l'inverse. Ils disent d'ouvrir les yeux et de regarder les évidences. Que si on voit rien, c'est qu'on est aveugle. Ils font trop appel aux émotions dans leur communication, ce qui ferme la réception parce qu'on se sent agressé. Leurs méthodes de communication sont plutôt merdiques si on considère que le but c'est de convaincre ceux qui sont neutres. Et le fait que ce soit les pires communicants me laisse penser que ce sont des personnes qui ont beaucoup trop de lacunes intellectuelles et qui valent pas la peine qu'on les écoute. Si tu veux être écouté, alors tu fais des efforts pour être écoutable. Ne pas le faire, c'est soit être égocentré, soit être trop con pour réaliser l'importance que ça a. Bref, sur ce, dans le prochain épisode, on reparle des points communs entre le bullshit spirituel et conspirationniste. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait,